Dans votre 20h, nos envoyés spéciaux à Conakry nous diront quel a été le point culminant de la célébration du premier anniversaire du Conseil national de la transition de la Guinée. Le colonel Malik Diao et ses homologues du Burkina Faso et du Tchad étaient présents. Tous ont salué les acquis obtenus par l'organe législatif guinéen et surtout son souci de privilégier l'intérêt national. Transport et sécurité routière, un problème de sécurité publique, de civisme et de gouvernance, défis et perspectives. La troisième session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel porte la réflexion sur la problématique. Les travaux ont démarré ce matin, lundi 6 février. Nous ferons le point avec Fanta Mamanientao de l'objectif visé cette année par la Journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines édition 2023. Elle nous édifiera également sur le thème choisi Partenariat entre les hommes et les femmes pour transformer les normes sociales. Focus Santé parle de la journée de lutte contre le cancer célébrée le 4 février dernier. Ce soir, on va s'intéresser au cancer de l'estomac. Il est au premier rang des cancers au Mali, chez les femmes et les hommes. Très mortel, cependant traitable s'il est diagnostiqué très tôt, nous indique Barakissa Ouattara. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur ORTM1. Acte citoyen de haute portée. Le président de la transition respecte la tradition en donnant l'exemple. Le colonel Assimi Goïta ne déroge pas à la règle en assistant tous les premiers lundis du mois à la montée des couleurs. C'était ce matin au palais de Koulouba. Nous sommes donc le jour de conseil de cabinet, également le programme d'action gouvernementale sur la table. Le PAG réactualisé a été présenté aux membres de l'exécutif et va être ensuite présenté en conseil des ministres avant d'être envoyé au CNT. C'est du moins ce que nous confirme le Premier ministre à l'issue de cette réunion, compte rendu de la presse de la primature avec Aouli Seyni Touré. Adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition, le programme d'action du gouvernement comprend 4 axes. Il s'agit du renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire, des réformes politiques et institutionnelles, de l'organisation des élections générales et enfin de la promotion de la bonne gouvernance. Le PAG comprend 9 objectifs, 64 actions et 108 indicateurs. Il a été évalué par 3 fois en 2021. Puis, suite à la prorogation de la transition, il sera à nouveau évalué puis actualisé, ce qui induit un certain décalage. Selon le Premier ministre, le travail présenté est de qualité. La réalisation de ce programme d'action gouvernementale qui porte sur l'évaluation de ce qui a pu être fait pendant la première phase de la transition post-rectification, et depuis la prolongation de 2 ans qui est convenue avec tous nos partenaires, qu'est-ce que nous entendons faire? C'est un programme d'action gouvernementale décalé en partie, parce qu'il y a certaines actions qui ne sont pas terminées, qui sont en cours, que nous allons faire approuver par le Conseil des ministres, soumis à la censure du président naturellement. Et en plus, et après, nous allons l'envoyer au Conseil national de transition, pour qu'il puisse exercer la plénitude de ses missions de contrôle de l'action gouvernementale. Il en fera l'usage qu'il estime nécessaire, mais c'est bon qu'au niveau du gouvernement et des populations, tout le monde sache ce qui est en train d'être fait. Comme on peut le constater, les efforts du gouvernement visent une plus grande homogénéité et une plus grande efficacité dans l'action gouvernementale, ce qui permettra à terme d'atteindre les objectifs fixés dans les délais impartis.
Un tour chez nos voisins de la Guinée-Conakry où séjournait notre président du Conseil national de la transition. Le colonel Malick Diao et ses homologues du Burkina Faso et du Tchad étaient présents à la cérémonie de célébration de l'an 1 du Conseil national de la transition de la Guinée. Célébré samedi sur l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry, au-delà de son aspect festif, l'an 1 du CNT de la Guinée a été saisi pour faire le bilan de 12 mois d'activité marquée entre autres par le vote des lois, la formation du personnel et le renforcement de la diplomatie parlementaire. Le récit de nos envoyés spéciaux, Brahma Traoré, Seydou Sissoko. C'est au pied du monument du 22 novembre 1970 que le Conseil national de la transition de la Guinée accueille ses hôtes pour l'an 1 de son installation. Un monument qui symbolise l'échec de l'invention portugaise et ses soutiens à entraver la bonne marche du pays. Nous avons fait ce choix pour inviter symboliquement les jeunes générations à jeter leur regard sur le temps si mouvant, afin de redécouvrir les repères historiques de notre fière nation et d'apprécier le travail accompli par nos dévanciers et dévancières en vue de construire sans relâche, de transformer et de moderniser notre pays. Sans tomber dans l'autosatisfaction, le CNT de la Guinée peut se targuer d'avoir posé certains actes pendant cette première année de législature. Outre le vote des dizaines de lois, l'organe législatif a procédé à l'assainissement du fichier parlementaire et la bancarisation des salaires. Cette célébration est l'occasion d'une profonde introspection, surtout pour nous conseillers nationaux, de prendre un nouvel élan patriotique plus affirmé au service de la République et de la nation et de consolider notre arrimage à la devise de notre pays. Une législature révolutionnaire, c'est désormais la démarche qu'adopte le CNT de la Guinée, une démarche à laquelle adhère le Conseil national de la transition du Tchad et de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. La volonté commune est d'être en phase avec les aspirations du peuple. Grâce à votre sens élevé du devoir et de responsabilité, à vos multiples contributions dans la recherche de la paix, du consensus et de l'équilibre social, le pays respire la paix. Nous avons une responsabilité énorme devant l'histoire. Je disais tout à l'heure, la révolution est exigence. La transition n'en est pas moins. Nous devons tous écouter nos peuples. Et vous, chers frères, vous en avez trouvé la voie. Au-delà du vote des lois et du contrôle de l'action gouvernementale, les conseils nationaux se doivent de jouer un rôle plus actif dans la réussite des sentiers de la transition. C'est ce à quoi invite le Parlement de la CEDEAO. Qu'au cours de vos débats préparatoires sur la Constitution, d'éviter les petits calculs politiques, de prendre du recul et de regarder la tête froide pour mettre uniquement l'intérêt national au centre de vos préoccupations. La Guinée, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali, 4 pays liés par un destin commun, celui de la transition. 4 pays dont les parlements entendent davantage coopérer pour tourner cette page d'exception du processus démocratique. Le président du Conseil national de la transition, l'un des invités d'honneur de cette célébration, a dans son adresse salué les acquis obtenus par l'organe législatif guinéen et surtout son souci de privilégier l'intérêt national. Le colonel Malick Diao estime que la période de transition constitue une réelle opportunité pour notre pays de se doter d'institutions susceptibles de résister à la tentation humaine. La synthèse de son intervention avec nos envoyés spéciaux. Quand l'engagement est réel, les défis deviennent faciles à relever. Une conviction partagée par le président du Conseil national de la transition. Pour le colonel Malick Diao, le CNT de la Guinée est sur la bonne voie. Les nouvelles pages de l'histoire glorieuse de nos deux pays sont en train d'être écrites. Et nous l'écrirons ensemble en lettres d'or de la plus belle manière parce que nous sommes convaincus que c'est un devoir générationnel. Assurément, la transition guinéenne, sous la conduite éclairée du président de la transition, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, est en train de laisser des traces indélébiles marquées dans du marbre et qui sont des jalons d'un développement harmonieux de la Guinée. Le patron de l'organe législatif du Mali n'a aucun doute.
Quand l'intérêt du combat des différents conseils nationaux est bien compris, le soutien du peuple se renforcera davantage avec comme finalité l'atteinte des objectifs de la transition. Il ne fait de doute que notre réussite dépendra de la défense que nous ferons des intérêts vitaux de nos peuples. C'est pour cette raison qu'au Mali, le président de la transition a instruit de prendre en compte les intérêts vitaux des Maliens dans la conduite de l'action gouvernementale. L'occasion est propice pour demander à nos peuples de continuer à soutenir les autorités de la transition pour l'atteinte des objectifs en cours dans nos pays respectifs, en ayant juste comme seule boussole la vision que nos populations ont de l'avenir de leurs pays respectifs. Comme le Mali, la Guinée est aussi engagée dans un vaste chantier de réformes institutionnelles. Il s'agit de mettre en place de nouvelles institutions susceptibles de contribuer à un retour sécurisé à l'ordre constitutionnel. Dans ce processus, le peuple demeure un acteur clé. Ensemble, nous réussirons les réformes constitutionnelles et institutionnelles parce que nous avons foi en l'avenir de nos pays. Nous réussirons tout simplement parce que nous ne pouvons que réussir pour le bien de notre génération et des générations futures. Les deux conseils nationaux de transition entendent mieux renforcer leur coopération dans le but de donner plus de poids à l'axe Bamako-Conakry. Visite annoncée ce lundi ici à Bamako et ça sera dans la soirée l'arrivée du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov. Une visite qui illustre le renforcement de l'axe Bamako-Moscou. Question, qui est Sergueï Lavrov? Le portrait de l'homme, c'est avec Seydou Fomba. Sergueï Viktorovitch Lavrov est né le 21 mars 1950 à Moscou d'un père arménien et d'une mère russe. Il fréquente l'école secondaire numéro 2 de Nakinsk avant de continuer ses études à l'Institut d'État des Relations internationales du ministère des Affaires étrangères de l'URSS à Moscou. Sergueï Lavrov parle le singalais qui est la langue officielle du Sri Lanka, le divehi, langue officielle des Maldives, l'anglais et le français. De 1976 à 1981, il travaille au département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères de l'Union soviétique. De 1981 à 1988, il est premier secrétaire, conseiller, puis conseiller en chef de la représentation permanente de l'URSS auprès de l'ONU. De 1988 à 1990, il est le chef adjoint du département des relations économiques internationales du ministère des Affaires étrangères de la Russie, devient un peu plus tard le directeur du département des organisations internationales et des problèmes globaux. En 1992, il devient vice-ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Boris Yeltsin. De 1994 à 2004, il est le représentant permanent de la Fédération de la Russie auprès de l'ONU. Le 9 mars 2004, il remplace Igor Ivanov au poste de ministre des Affaires étrangères de la Russie. Sergueï Viktorovitch Lavrov a rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie et membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Sergueï Lavrov est l'un des hommes clés du gouvernement russe et l'un des rares dirigeants à occuper un tel poste depuis le début du premier mandat du président Vladimir Poutine. On se le rappelle, c'est lui qui a bloqué par veto 5 résolutions devant ouvrir la voie à une intervention militaire en Syrie sous couvert de l'ONU. Condamnant l'extension de l'OTAN vers l'Est, il affirme qu'elle constitue la source de tous les problèmes systémiques qui ont surgi dans les relations que la Russie entretient avec les États-Unis et l'Union européenne. Le moins qu'on puisse dire est que Sergueï Viktorovitch Lavrov est un diplomate chevronné dont l'histoire retiendra certainement le nom. Oui, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est attendu donc dans la soirée à Bamako pour une visite d'amitié et de travail, visite au cours de laquelle il aura des entretiens avec les autorités de la transition et sur le renforcement de l'axe Moscou-Bamako. Sergueï Lavrov animera également une conférence de presse ce mardi avec son homologue Abdoulaye Diop.
Transport et sécurité routière, un problème de sécurité publique, de civisme et de gouvernance, défis et perspectives. La 3e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel porte à la réflexion sur la problématique. Les travaux ont démarré ce matin, lundi 6 février, et porteront sur une douzaine de communications liées aux questions de transport dans notre pays. Adama Djimde. Cette 3e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel aborde de fond en comble un sujet préoccupant, transport et sécurité routière, un problème de sécurité publique, de civisme et de gouvernance, défis et perspectives. L'amélioration des infrastructures routières, des chemins de fer, des installations aéroportières contribue à la promotion de l'économie locale d'une part et d'autre part au développement à l'échelle nationale. Les transports sont à la fois des moyens et facteurs de développement économique et de brassage, d'interprétation des populations aussi. Ils contribuent ainsi à la cohésion sociale, à l'unité nationale. Y parvenir n'est pas chose facile. Il faut donc à l'État, aux collectivités d'entraîner des hommes d'affaires à sortir de l'entrepreneuriat solitaire pour mettre sur pied de véritables entreprises de transport sur terre, sur le fleuve et dans les ciels afin d'intensifier et sécuriser davantage la mobilité des personnes et des biens, approfondir les vivre ensemble, la connaissance est réciproque. Pour le président Katili, la prolifération des mototaxis en milieu urbain aussi bien qu'en milieu rural constitue un facteur d'insécurité qui interpelle les différents acteurs. Elles rendent des services, mais leur prolifération incontrôlée est un autre facteur possible d'insécurité. Il faut donc une organisation qui identifie les conducteurs, sécurise les clients, contribue au progrès social. Dans ce cadre, les motos sont devenues des agents du terrorisme. N'est-il pas opportun dans les zones infestées d'interdire les transports à 2 ou 3 jusqu'à nouvel ordre? Les services de la circulation routière devraient être inventifs en matière de sécurisation, notamment en régulant la circulation des minibus. Les taxis, quant à ceux des taxes et impôts, œuvreraient avec pertinence en mettant de l'ordre dans les tarifs. Que dire des pirogues surchargées sous le fleuve Niger qui chavirent, faisant des morts? Au cours de cette 3e session, plusieurs communications sont attendues, entre autres le code de la route, civilité sur les routes, la circulation des engins à 2 et 3 roues, la problématique du désenclavement intérieur par la voie aérienne, défi de la relance du chemin de fer. Ces communications permettront aux conseillers de saisir l'ampleur des enjeux et la sensibilité des défis du secteur des transports. Pour ce faire, notre pays a adopté la politique nationale de transport, des infrastructures de transport et du désenclavement préventif. L'objectif assigné à la PNTIT est la contribution à la croissance économique par le désenclavement intérieur et extérieur, la création d'un environnement juridique et institutionnel propice aux investissements et à une gestion performante du secteur des transports, l'articulation entre les différentes politiques et stratégies d'intervention et la contribution au renforcement des capacités afin de répondre aux besoins d'aménagement du territoire de façon pérenne d'un point de vue social, économique et environnemental. Il est aussi attendu une communication du Conseil malien des chargeurs et une contribution du gouvernorat du district de Bamako. Toujours à Koulouba, lancement des travaux de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République. Les membres de la commission ont 15 jours pour remettre au président de la transition le projet de constitution. En attendant, ils doivent l'étudier, l'analyser et au besoin y apporter des amendements. Cette phase constitue la dernière étape de l'élaboration de la nouvelle constitution, nous dit Mamari Koni. Quelques semaines après leur nomination, les membres de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République se retrouvent pour la séance inaugurale de leurs travaux. Après avoir remercié le président de la transition pour la confiance placée en eux, le coordonnateur a rappelé les missions assignées à la commission. La commission a pour mission d'examiner et d'amender, le cas échéant, l'avant-projet de constitution élaboré par la commission de rédaction de la nouvelle constitution
en vue de produire et de soumettre au président de la transition chef de l'État le projet de constitution de la République du Mali. Fin de citation. Après la rédaction de l'avant-projet de constitution par une commission de rédaction, place maintenant à la phase finale du processus d'élaboration de la nouvelle loi fondamentale. En termes de résultats attendus, la commission devra produire et remettre au président de la transition chef de l'État le projet de constitution et un rapport de mission dans le délai imparti de 15 jours. Tel est le délai fixé par le décret qui crée la commission. Délai donc impératif de 15 jours. Notre commission est, ainsi que vous le constatez, investie d'une mission de première importance dans le processus de refondation de l'État. Selon le président de la commission, il ne s'agit pas de déconstruire le projet, mais d'y apporter des amendements si nécessaire. Nommée par décret présidentiel, la commission comprend 69 membres. Les travaux seront conduits par un coordonnateur, un rapporteur et un rapporteur adjoint. À suivre dans nos programmes ce soir, un magazine en Bamarankan sur les missions et les acquis du comité de suivi des recommandations des assises nationales de la refondation. 20e journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, édition 2023. Le thème de cette édition est partenariat entre les hommes et les femmes pour transformer les normes sociales afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines au Mali. L'objectif de la célébration de la journée est d'inciter les décideurs à accélérer leur engagement en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines. Le point avec Fantamama Nientao. Kambila, commune de Kati, a rejoint ce 6 février 2023 le mouvement de l'abandon des mutilations génitales féminines. Le but est de mettre définitivement fin à ces mutilations d'ici à 2030. Un moment idéal pour apporter un changement de comportement à tous les niveaux à travers la sensibilisation. Vous conviendrez avec moi que l'évocation du sujet qui nous réunit ce matin est une extrême sensibilité à raison des considérations qui sont liées. L'éducation et la sensibilisation sont moyens de lutte contre cette pratique aux relances socio-culturelles encore très vivaces. ONU Femmes, partenaires techniques et financiers, travaille avec les leaders traditionnels et culturels pour l'abandon des pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines. Notre présence à Kambila aujourd'hui, faisant suite à celle de Bougouni en 2022 et Farabala en 2021, démontre l'engagement fort de l'État malien, du système des Nations Unies que je représente, et témoigne de la volonté constante des autorités maliennes et des communautés contre ce fléau qui mutile les filles et les femmes, laissant des conséquences indescriptibles sur leur corps, mais aussi des blessures psychologiques profondes sur leurs âmes. Je voudrais remercier les plus hautes autorités du Mali pour tout le soutien qu'elles apportent à la réalisation des droits de la femme et de l'enfant en vue de leur autonomisation et leur épanouissement. Toute chose qui permettra au Mali de mettre fin aux mutilations génitales féminines et d'être en phase avec ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale sur l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'épanouissement des filles. Cela exige de nous le renforcement des normes juridiques nationales contre toutes les formes de violence liées au genre, notamment les MGF. Notons que des coalitions de leaders traditionnels et religieux, des réseaux d'organisations de la société civile sont tous mobilisés pour renforcer les plaidoyers et les sensibilisations pour la prévention des mutilations génitales féminines. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce 6 février 2023. 0 décès, 0 guéris, 8 cas positifs. Et nous avons 8 personnes sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner.
Notre 20h célèbre ce soir les 47 ans d'existence de notre armée de l'air en ce 6 février 2023. La commémoration de cette date anniversaire de la création de l'armée de l'air est un moment de souvenir, mais aussi de reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au renforcement des capacités de l'outil de défense aérienne. L'armée de l'air, considérée comme l'un des maillons essentiels dans la lutte contre le terrorisme, décline à travers ses responsables sa vision pour les défis à relever et salue les efforts des autorités de la transition, surtout en termes d'acquisition de vecteurs aériens permettant de jouer pleinement les missions. Aridou Matina. Avec comme devise plus haut, plus loin, plus fort, l'armée de l'air s'inscrit dans la dynamique de restructuration des forces armées maliennes. La journée commémorative de l'anniversaire de la création de l'armée de l'air offre l'occasion au commandement de mesurer le chemin parcouru. Ainsi, la vision quinquennale définie en 2020 par la hiérarchie a fait de nos jours l'armée de l'air un des maillons essentiels dans la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, plus haut? Plus haut, c'est cette ambition de créer une armée professionnelle, une armée organisée, qui ne se contente pas de rester sur place, mais qui vise toujours à monter, à s'améliorer. Donc, plus haut, se professionnaliser pour aller plus loin, tenir dans la durée, avec en définitive comme objectif d'être plus fort, puisque nous sommes un pays en guerre et notre rôle est de gagner cette guerre, nous devons être déterminés. De sa création en 1976 à nos jours, l'armée de l'air a énormément évolué. Ces périodes de disette ne sont plus qu'un mauvais souvenir, car avec la transition, l'armée de l'air dispose d'impressionnants vecteurs aériens, adaptés au contexte qui sont des capacités à appui-feu, des aéronefs d'attaque, du transport, des aéronefs de renseignement, des hélicoptères, ainsi que des moyens de surveillance de l'espace aérien. Et moi, je suis fier aujourd'hui d'être là. Je suis fier de ce que je vois aujourd'hui. Je demande est-ce que je ne peux pas revenir pour les aider. Parce que ma vie, c'est l'aviation. C'est pour nous une date symbolique. C'est une date extrêmement importante pour nous parce que c'est l'héritage que nous ont légué nos anciens. Ce pays s'est construit dans la douleur, à la sueur et au sang de ses fils et de ses filles. Et l'aviation militaire a toujours été une composante à part entière de ce combat. Des panels sur le rôle de l'armée de l'air dans la gestion de la crise multidimensionnelle au Mali et les défis de la souveraineté aérienne face à la recrudescence de la criminalité transfrontalière ont été exposés par des spécialistes du domaine. La dynamique des capacités opérationnelles des FAMA s'appuie en grande partie sur l'appui aérien. Et l'armée de l'air, lors de cette journée commémorative, rassure la poursuite de ses missions avec dévouement. 16e session du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, Gilles Sambo Sissoko, reportage. La valorisation de l'immense potentialité du Mali en contribuant à l'amélioration du climat des affaires reste l'objectif premier de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali. En 2022, avec un budget estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, API Mali a enregistré des résultats appréciables malgré un contexte peu favorable. L'Agence a initié en 2022 de nombreuses activités dont la plupart ont été réalisées. En effet, l'API Mali a enregistré entre autres les performances suivantes. Plus de 17 134 entreprises créées, 156 milliards d'investissements agréés au Code des investissements, 1125 enregistrements et décisions délivrées, soit une hausse de 5%, 82 agréments délivrés, 2580 emplois projetés, assistance à 100 entreprises féminines dans l'élaboration de leur plan d'affaires à travers la mise à disposition d'un consultant. Les efforts seront accentués sur la mobilisation d'investissements privés, étrangers et nationaux pour une croissance inclusive et durable au titre de l'année 2023. Pour le budget 2023, on projette à 2 milliards 470 millions. La principale activité, c'est la destination Mali. On fait en sorte que attirer les investisseurs étrangers
les investisseurs nationaux et la diaspora malienne. L'agence est appelée à faire face à plusieurs défis d'intérêt national et stratégique. La prise en charge de ces défis justifie l'urgence de trouver les moyens pour doter l'API Mali des ressources à hauteur de souhait pour réaliser sa mission. À travers l'API Mali et bien d'autres structures, le secteur privé doit pleinement jouer le rôle du moteur de l'essor de notre pays. Le Centre de formation et de perfectionnement en statistique tient la 10e session de son conseil d'administration. Abdul Karim Kaba, compte rendu. Pour contribuer au développement des ressources humaines du système statistique national, le Centre de formation et de perfectionnement en statistique CF-STAT est créé en 2015. À cet effet, elle contribue à la formation initiale des techniciens suprêmes en statistique, également le renforcement des capacités en ressources humaines des agents techniques de la statistique et également d'autres agents du système statistique national. Cette 10e session de son conseil d'administration est une occasion pour les administrateurs de faire le point des différentes réalisations et projets. Nous pouvons dire que le bilan est positif pour la simple raison que nous avons pu réaliser beaucoup des activités qui étaient déjà programmées. Donc, 80% des activités programmées ont été réalisées. Il faut compter par là la formation des techniciens suprêmes de la statistique, 7e promotion et 8e promotion. C'est la sortie de la 6e promotion qui compte 17 sortants. Et également, nous organisons des cours de perfectionnement à l'endroit des agents non statisticiens du système statistique national qui sont affectés aux travaux statistiques. Pour l'amélioration des conditions de travail, le directeur général du Centre de formation et de perfectionnement en statistique s'est appesanti sur la finition des travaux de construction du siège ainsi que sur la mobilisation rapide des fonds. 3e session du Comité national de pilotage du projet Gestion communautaire des ressources naturelles qui résout les conflits, améliore les moyens de subsistance et restaure les écosystèmes dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants. Fantama Magnetao. Cette rencontre vise à sensibiliser tous les acteurs concernés sur le contenu et la stratégie d'intervention du projet en vue de faciliter la mise en œuvre opérationnelle des activités. Pour ce faire, l'unité de gestion du projet est de présenter les grandes lignes du programme de travail et du budget annuel pour l'année 2023. Le dit projet a mis en œuvre le renforcement du cadre législatif et la capacité nationale à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et en particulier protéger les éléphants du gourmand contre le braconnage et sécuriser les voies migratoires saisonnières. Des mesures appropriées doivent être entreprises pour inverser la tendance de la dégradation des terres afin de conserver, préserver et valoriser les ressources de la diversité biologique dans le gourmand. C'est ainsi que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en collaboration avec la Direction nationale des eaux et forêts, a initié la gestion intégrée des éléphants en 2018 pour un démarrage effectif en 2020. 3 véhicules et 12 motos à la brigade anti-braconnage ont été remis à l'unité de gestion du projet de la part du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Véritable patrimoine biologique, les éléphants du gourmand, qui constituent les derniers troupeaux au Sahel, font malheureusement face à plusieurs menaces. Braconnage, conversion de l'habitat des éléphants en espace agricole, surpâturage, déforestation, feux de brousse et conflits entre les hommes et les éléphants. L'objectif du projet est de protéger les éléphants du Mali dans les sites clés et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés locales qui y vivent. À ce titre, le projet est considéré comme une priorité parmi les priorités du gouvernement de la transition. Pour une durée de 6 ans, le projet est mis en œuvre par la Direction nationale des eaux et forêts pour un coût total de 2 milliards de francs CFA. Prévenir, c'est guérir. Le gouverneur de la région de Mopti s'approprie cet adage. Le colonel-major Abbas Dambélé visite les centrales techniques de EDMSA et SOMAGEPSA afin de s'enquérir du dispositif mis en place pour faire face au mois de Ramadan, mois de grande pénurie au Mali. Aminata Touré était de la visite.
Cette visite à la centrale thermique EDEM SA à Sévaré et la Somagep SA à Mopti vient à point nommé quand on sait que depuis plusieurs années, notamment en période de canicule qui pointe à l'horizon, le délestage d'électricité et la pénurie d'eau deviennent de plus en plus récurrents dans la commune urbaine de Mopti. Des problèmes auxquels EDEM SA et la Somagep SA sont confrontés. Faire un état des lieux exhaustif afin de pouvoir sensibiliser, d'informer et de préparer les populations pour la période de surconsommation qui se pointe, afin que nous puissions collégialement et de manière commune trouver une solution idoine et éviter toutes les dissensions qui pourront ou toute ébullition du front social dans la région de Mopti. Cette année, nous avons reçu un groupe au niveau de la station de Mopti qui fait 20 kVA, qui va nous permettre réellement de faire face à cette période de pointe. Au niveau des forages de Sévaré, nous avons aussi un groupe de 500 kVA qui, après les coupures d'électricité au niveau de l'EDEM, peuvent véritablement assurer les relais en matière de continuité des services. Et le gouverneur d'inviter les responsables en charge de ces deux structures à prendre des dispositions idoines pour la satisfaction des besoins des populations. Ce qui est de l'EDEM, ils ont le déficit réel. On a fait parvenir au directeur général de l'EDEM et aussi au ministre de tutelle afin qu'il puisse nous appuyer pour nous redynamiser ou renforcer la capacité du parc du central afin que la production d'électricité ne souffre pas d'irrégularité. Le gouverneur a enfin invité les agents de ces deux structures à persévérer dans l'effort et à la population à plus de compréhension. Nous partons à 100 avec la tenue de cet atelier de validation des résultats des études de faisabilité de la phase 2 du programme de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué. La correspondance de Drissa Kone. Les travaux de la première phase du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué PDI-BS ont permis l'aménagement d'un total de 5300 hectares. Pour consolider ces acquis, le gouvernement du Mali, à travers la Direction nationale du génie rural, a mûri l'idée d'une deuxième phase. Cette deuxième phase, elle devient nécessaire justement pour faire le reste du travail, c'est-à-dire les grands aménagements. Donc la zone qui a été couverte par la deuxième phase va avoir non seulement les premiers aménagements qui vont être consolidés, mais des nouveaux grands aménagements vont voir les choses, justement pour exploiter toutes ces eaux qui vont être retenues dans le cadre de la construction des ouvrages. Cet atelier a pour objectif de valider les résultats des études de faisabilité établies à ce sujet sous la maîtrise d'ouvrage de l'AGTR. Le présent atelier est organisé pour s'assurer, d'une part, de la pertinence des différentes options proposées par le consultant pour la satisfaction des besoins des bénéficiaires et d'autre part, mettre à profit l'expertise des participants pour examiner la viabilité des dites options afin de s'assurer de la prise en compte de nos besoins et préoccupations, ainsi que de l'atteinte des objectifs du programme. Durant 2 jours, les acteurs ont planché sur les thèmes principes des aménagements et désenclavement de la zone du projet, gestion des aménagements et occupation de l'espace, mesures d'accompagnement et renforcement des capacités. Les bénéficiaires ont aidé à améliorer les propositions et ont recommandé des actions d'accompagnement sur le plan organisationnel. Ils ont exprimé leurs besoins en matière d'appui, au point de vue formation sur les techniques, en matière de sensibilisation, en matière d'information. Et à la mission nationale d'appeler les collectivités et les bénéficiaires à s'approprier et à protéger les réalisations de ces projets, véritables outils de développement. L'ONG Al-Amal, avec l'appui financier des Émirats arabes unis, offre à la mosquée de Baïtoulilaï de Sabali Bougou Kourani Plateau un château d'eau. Saloum Konaté nous en parle. L'ONG Al-Amal, avec l'appui financier des Émirats arabes unis, offre ainsi un château d'eau équipé de panneaux solaires et un système d'arrosage à la mosquée Baïtoul-I. L'œuvre, qui a été réalisée à plus de 10 millions de francs CFA, vient atténuer la souffrance des fidèles de la mosquée et aussi les habitants de la localité. Nous disons merci aux membres de l'ONG Al-Amal et au ministre Diarra. Nous leur demandons de continuer dans cet élan de solidarité. Ce forage, d'abord, c'est à l'initiative du président de la transition,
Son Excellence le colonel Assimi Goïta. Il a été le premier à nous montrer la voie. L'eau est source de vie. Qui a l'eau potable, il a un environnement sain. Donc je vous invite à bien prendre soin de cet ouvrage, à l'entretenir. Et surtout, le forage a été réalisé dans la mosquée. Mais je vous invite à mettre une borne fontaine en dehors de la mosquée pour que la population puisse en bénéficier. Le ministre Diarra a invité les bénéficiaires à faire bon usage. Des bénédictions ont été aussi formulées pour que la paix règne sur l'ensemble du territoire. L'événement de la semaine, c'est bien sûr la finale de Miss ORTM prévue ce 10 février 2023 au CICB pour la bonne tenue de l'événement culturel. Une signature de convention tripartite, comité syndical de l'ERTM Mali Tourisme et direction Azalaï Hôtel Salam a eu lieu. Mohamed Kantao nous donne plus d'explications sur ce partenariat. Le 10 février prochain, Bamako abritera la finale de Miss ORTM édition 2022. Elle concerne une quinzaine de postulantes pour la conquête de la couronne de la plus belle fille du Mali. Ainsi, 3 structures, à savoir le comité syndical de l'ORTM, Mali Tourisme et la direction générale de Azalaï Hôtel Salam conjuguent leurs efforts pour permettre aux représentantes de Bamako, de l'intérieur du pays et de la diaspora de bénéficier d'un hébergement et d'une restauration à hauteur de souhait. C'est là à travers une signature de convention. Le groupe accompagne généralement des œuvres et des manifestations culturelles. Ça a été depuis le début de la création du groupe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la première fois que le groupe est sponsor officiel d'un événement comme Miss ORTM. Ce partenariat tripartite donne également l'occasion aux prétendantes à la couronne de la plus belle fille du Mali de découvrir les monuments et sites touristiques de Bamako. Nous inscrivons ce partenariat-là dans la lignée directe, de la vision des plus hautes autorités de notre pays, c'est-à-dire désormais placer la culture au centre de l'ensemble du processus de développement socio-économique de notre pays. Pour les responsables de ces 3 structures, l'initiative œuvre à mettre en avant la dimension culturelle et la valorisation de la beauté malienne à travers Miss ORTM. Quand tu organises un tel événement, il faut avoir le partenaire avec les hôtels, avec les touristes, avec les hommes de culture, avec beaucoup d'autres partenaires qui ne sont pas visibles ici, mais qui permettent au comité syndical de l'ORTM et à tous ses démembrements de réaliser cet événement-là. Pour la réussite de ce nouveau partenariat gagnant-gagnant, chaque partie s'engage à respecter les clauses de la Convention. Miss ORTM, donc, ce 10 février. La 19e édition du Festival sur le Niger a pris fin hier dimanche à Ségou. À suivre après cette édition, le 3e et dernier numéro du JT spécial consacré à ce rendez-vous culturel et artistique, une présentation de Ibrahima Traoré. Focus Santé parle de la journée de lutte contre le cancer célébrée le 4 février dernier. Ce soir, on va s'intéresser au cancer de l'estomac. Il est au premier rang des cancers au Mali, aussi bien chez les femmes que les hommes. Très mortel, cependant traitable s'il est diagnostiqué très tôt, nous indique Barakissa Ouattara, Adama Kamara. De l'ulcère au cancer de l'estomac, il n'y a qu'un pas si le premier n'est pas pris en charge à temps. Les 2 cas peuvent même parfois présenter des symptômes semblables. Le cancer de l'estomac ne survient pas sur un estomac sain. C'est une évolution chronique d'une gastrite ou d'un ulcère. D'ailleurs même, dans le traitement de l'ulcère, on est obligé de faire la biopsie pour vérifier que s'il n'y a pas un début de cancer ou bien si ce n'est même pas une ulcère déjà cancéreuse. Le dénominateur commun à ces 2 pathologies est l'infection par la bactérie Helicobacter pylori. Cette bactérie peut provoquer des ulcères et à long terme transformer la muqueuse et induire une mutation de ces cellules en cellules cancéreuses. Mais comme tout cancer, les causes réelles des cellules de l'estomac restent inconnues. Parmi les facteurs de risque de l'estomac, du cancer de l'estomac, nous avons une infection liée à une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Donc, ça donne ce qu'on appelle des gastrites ou des troubles digestifs. Les patients vont se plaindre en disant qu'ils ont mal à l'estomac, qu'il y a une sensation de lourdeur,
d'aigreur ou de remontée de liquide dans la bouche. Donc à cette phase, cette bactérie, on peut l'éradiquer. Il y a aussi des facteurs hygiéno-diététiques. Il y a nos habitudes alimentaires et particulièrement dans l'estomac, ce qui est important. Moi-même, je fais partie, j'aime beaucoup, c'est le poisson fumé. Malheureusement, en mangeant beaucoup de poissons fumés, à cause de la manière de fumaison et de salaison, c'est un véritable risque de cancer de l'estomac. En plus du poisson fumé, les aliments trop salés, même si on conserve la viande dans les milieux ruraux, donc c'est un facteur de risque quand les aliments sont trop salés. Méthode de conservation des aliments. La potasse constitue également l'un des facteurs favorisants du cancer de l'estomac. Les taux avec Sekekatani, il faut vraiment éviter Sekekatani. Si on peut mettre les citrons dans les taux, c'est mieux. C'est l'un des plats phares au Mali. Moi-même, j'adore, mais je ne prends pas avec Sekekatani. Le traitement du cancer de l'estomac dépend du stade d'avancement. Le cancer de l'estomac est traitable. Alors, le succès de la guérison dépend du stade. Donc là, je lance un message sur votre micro. Toute personne qui a des troubles digestifs au niveau de l'estomac, il faut qu'il consulte immédiatement à l'hôpital. En résumé, le cancer de l'estomac est la complication de l'ulcère gastrique et les traitements possibles sont l'intervention chirurgicale, la prise de médicaments, la radiothérapie et la chimiothérapie. Pour éviter tout cela, le spécialiste insiste sur le changement de comportement dans nos habitudes alimentaires. Oui, à éviter le poisson fumé et la potasse. Merci Barakissa Ouattara. Pour rappel, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est attendu dans la soirée à Bamako pour une visite d'amitié et de travail, visite au cours de laquelle il aura des entretiens avec les autorités de la transition sur le renforcement de l'axe Moscou-Bamako. Sergei Lavrov animera une conférence de presse ce mardi avec son homologue Abdoulaye Diop. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur ORTM1. Dieu voulant, on se retrouve demain, même heure, même plateau. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Badjangara, Douanza, Sanga, c'est au Mali. Bonsoir à tous.